Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le changement de variable. On va voir comment bien le comprendre, mais tout d'abord nous allons le prouver, et ensuite nous verrons l'application du changement de variable dans le calcul intégral sur trois intégrales. Une où l'on verra le mécanisme, comment ça marche, et ensuite nous verrons deux autres intégrales peut-être un petit peu plus compliquées, afin de voir les deux cas dans lesquels on peut utiliser le changement de variable. Donc tout d'abord, nous allons énoncer la propriété et puis la prouver. Soit phi de j dans i, une fonction de classe C1 sur j, et f de i dans k avec k qui est un ensemble soit C, soit R, une fonction continue et AB dans j. Alors l'intégrale de a à b de f de phi de t fois phi' de t dt est égale à l'intégrale de phi de a à phi de b de f de u du. En voyant ça, on peut se dire que ça ressemble beaucoup à la propriété de l'intégration par partie, mais pour les fonctions composées. Et bien en fait, c'est un peu ça. C'est un peu une intégration par partie entre guillemets, mais pour les fonctions composées. Donc maintenant, nous allons prouver la propriété du changement de variable en faisant une belle preuve mathématique. Donc on va prendre f de i dans k, une fonction continue, et phi de j dans i, une application de classe C1. On sait que f admet une primitive grand F sur i, car f est continu. Et ainsi, on va pouvoir directement calculer ce membre-là de la propriété. Donc c'est parti, on va l'écrire. Hein. Donc f a mis une primitive grand F sur i, car f est continu. Ainsi, on va avoir que intégrale de phi de a à phi de b de f de u du fois du est égale au calcul intégral de grand F de u de phi de a à phi de b, ce qui est tout simplement égal à grand F de phi de a moins grand F de phi de b. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Hein. D'ailleurs, on ne va plus y toucher. Et il faut quand même bien préciser, c'est bien défini car f est continu sur i et phi de a et phi de b appartiennent à i, hein, puisque on a fait l'image par l'application phi. Donc on va quand même l'écrire aussi. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est considérer l'autre membre et donc considérer l'application f rond phi de j dans k. Donc si ça, c'est la première partie de la preuve, on est maintenant à la deuxième partie. Et donc on va considérer f rond phi de j dans k. F et phi sont dérivables. Donc f rond phi est dérivable sur j. Et pour tout t dans j, f rond phi de t va être égal à f de phi de t fois phi' de t par calcul de dérivée. Donc là c'est pareil, hein, il faut l'écrire, il faut justifier la dérivabilité. Donc voilà, hein, ça c'est par propriété de cours directement. Et ça va nous servir ensuite à utiliser la dérivée qu'on a calculée dans l'intégrale. En fait, on va retrouver cette forme-là et on va pouvoir le calculer. Donc c'est parti, hein. Tout d'abord, maintenant qu'on a dit ça, on a, quel que soit t appartenant à j, f rond phi prime de t, qui va être égal en fait à phi prime rond phi, à f prime pardon, à f prime rond phi de t fois phi prime de t. Et ça, hein, évidemment, c'est égal à f de phi de t fois phi prime de t. Oui, pardon, j'aurais dû le mettre sur la même ligne, hein, mais on va imaginer que ça, c'est ici, pour garder la phrase mathématique. Et de plus, en fait, on sait que la fonction qui a t associe f, d'ailleurs, en fait, ici, c'est un petit f. Hein. On sait que la fonction qui a t associe f de phi de t fois phi prime de t est continue sur j, car f et phi sont continus, et phi prime est continu, et phi prime est continu, enfin, en fait, car phi est de classe C1. Je refais ce passage-là. On refait tout depuis ça. Et donc, en fait, on sait aussi que la fonction qui a t associe f de phi de t fois phi prime de t est continue sur j, car f et phi sont continus, et phi prime est continu, car phi est de classe C1. Et donc ainsi, en fait, on va pouvoir directement utiliser la dérivée dans notre calcul intégral. Donc ça c'est pareil, hein, il faut l'écrire. Hein. Donc de plus, on a donc
que l'intégrale de a à b de f de phi de t fois phi prime de t dt va être égale à l'intégrale de a à b de f rond phi prime de t dt, ce qui est évidemment ce qu'on a calculé, hein, c'est juste pour bien justifier ce passage-là. Donc c'est pour bien justifier les prochains calculs. Et donc ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est f rond phi de t entre a et b, soit directement, en fait, c'est f de phi de b moins f de phi de a. Et on a bien prouvé l'égalité, enfin la propriété, pardon, car on a les deux mêmes résultats. Si on se souvient, on avait trouvé ça pour la première intégrale et on trouve ça pour la seconde. On a bien prouvé. Hein. Donc, conclusion. On a bien prouvé la propriété. Et voilà, fin de la démonstration. Donc voilà la petite démonstration. Hein. Alors, elle n'est pas compliquée, mais il ne faut pas se dire c'est que du calcul. Hein. Il y a quand même des justifications de dérivabilité et de continuité à faire. C'est très important dans la démonstration. Et voilà. Et donc, on a prouvé la propriété du changement de variable. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le changement de variable dans le calcul intégral? Et bien, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu comme l'intégration par partie, mais cette fois, c'est pas pour des produits, c'est pour des fonctions composées. Et en fait, bah, on va le voir maintenant. Je vais utiliser 3 exemples, et il va y avoir 2 cas. Alors, la première intégrale va être une intégrale simple, juste pour voir le mécanisme, hein, comment ça se fait en réalité. La deuxième sera le premier cas, le cas le plus simple, où vous allez reconnaître un pattern dans la fonction que vous voulez intégrer, et donc poser une variable est égale à ce pattern, vous allez comprendre. Et le deuxième cas, c'est vous reconnaissez un pattern dans l'intégrale, mais cette fois, vous allez poser que la variable que vous intégrez, enfin que la variable d'intégration, en fait, est égale à quelque chose. On va faire les deux sens. Alors, je vais mieux l'expliquer tout à l'heure, hein, quand ce sera ce sera mieux, quoi. Alors, tout d'abord, première intégrale pour bien le comprendre, on va poser i, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx. Alors là, tout de suite, vous me dites, bah, cette intégrale, elle n'est pas très compliquée. En réalité, notamment, on a des formules hein, qu'on connaît tout de suite, hein, avec ici u' sur u. Et oui, mais en fait, u' sur u, ça a été prouvé quelque part. En fait, c'est le changement de variable caché. Et comment on va utiliser le changement de variable ici? Bah, ici, on reconnaît un 1 sur x plus 1. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va poser? On va dire, par exemple, là, vous avez posé u égale x plus 1. De plus, qui a x associe x plus 1 bien de classe C1 bon, sur R hein, ici, donc on aura vraiment pas de problème. Et on a que du va être égal à dx. Alors pour du et dx, les variables d'intégration, hein, les très petites quantités, comme j'avais expliqué dans la vidéo de la trompette de Gabriel, les très petites quantités d'abscisse en fait, bon, ça vous pouvez vous dire je dérive. C'est pas des dérivés, en tout cas, bon, mon prof de maths, il aimerait pas du tout qu'on dise on dérive, mais en gros, vous dérivez vous dérivez de chaque côté, comme en physique, hein, en fait, dd, voilà. Sauf que vous mettez pas quelque chose en dessous. Alors le dire comme ça, évidemment, ce n'est pas rigoureux en maths, mais ça, par contre, écrire ça, vous avez le droit. Peut-être que on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire en réalité en mathématiques, ça. Donc on a du égale dx, parce que bah, ici, dérivée de 1, ça fait 0, c'est une constante. Dérivée de 1, enfin c'est plutôt la dérivée de la fonction qui a x associé 1, ou qui a n'importe quoi associé 1. Et ici, x va faire 1. Donc en fait, ça fait juste 1 fois dx. Mais maintenant, on n'a pas fini, car il faut changer les bornes. Vous vous souvenez de la formule que j'ai énoncée? Comme vous pouvez le voir, il faut changer les bornes. Là, en fait, on est dans le cas où on passe de ça à ça. Et oui, car ça, on peut le décomposer en une fonction composée. On va dire qu'ici f, bon f, c'est la fonction qui a x associé 1 sur x, et phi, c'est la fonction qui a x associé x plus 1. Donc là, f de phi, ça fait bien 1 sur x plus 1,
et le fois f', enfin le fois phi', bah, c'est 1 fois 1. On est bien dans le cas où on va vers la droite. Hein. On va vers la droite. En fait, les deux cas, c'est le cas où on va de droite à gauche et le cas où on va de gauche à droite. Là, on va de gauche à droite dans la propriété que j'ai énoncée. Donc ici, on va devoir changer les bornes, hein, puisqu'on va devoir changer les bornes par phi. Par phi. Donc, c'est parti. Et lorsque x est égal à 0, u va être égal à 1. Et lorsque x va être égal à 1, u va être égal à 2. Car ici, on va faire 0 plus 1 et 1 plus 1. Finalement, i, ça va être l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur u du. Car du égale dx, u égale x plus 1. Ça, on connaît, c'est ln de x de 1 à 2. Et donc, finalement, on va retrouver ln de 2. Et si vous utilisiez vos formules que vous connaissiez u' sur u, vous faisiez ln de u, puisque ici on avait directement le u' sur u, ln de u, ça faisait ln de x plus 1 de 0 à 1, donc ln de 2 moins ln de 1, ce qui fait ln de 2. On va maintenant considérer l'intégrale k, qui est l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur racine de x plus racine de x cube fois dx. Alors là, à première vue, tout de suite, on voit pas. Là, pour l'instant, là, on voit pas de changement de variable à faire, quoique on pourrait quand même imaginer quelque chose, mais on peut le simplifier et reconnaître un pattern. En effet, ici, racine de x cube, c'est racine de x carré fois x, et on peut dire que c'est x fois racine de x, car ici, de toute façon, on a des bornes positives, donc on n'aura pas de problème de signe. On peut sortir un x. Donc ça, si on fait les étapes, ça fait l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur racine de x plus x racine de x fois dx. Et tout de suite, on factorise. Ça fait l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur racine de x facteur de 1 plus x fois dx. Et là, il y a un réflexe à avoir qui marche dans beaucoup de situations. On a un racine de x au dénominateur. Et si on se souvient de la dérivée de la fonction kx associée racine de x, on a 1 sur 2 racine de x. Donc en fait ici, on peut dire que c'est l'intégrale de 2, enfin c'est 2 fois l'intégrale de 1 à 3, de 1 sur 2 racine de x, 1 plus x dx. Et là c'est parfait. En fait on a la dérivée ici de la racine carrée qui est apparue. Donc si on pose u égale racine de x, eh ben on peut s'en sortir, surtout que la fonction qui a x associée racine de x, elle est de classe C1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Enfin 0 ouvert, hein, j'entends. Donc elle est de classe C1 sur 1,3 sur l'intervalle 1,3. Et donc c'est parfait en fait, on peut faire ce changement de variable et on voit qu'on va s'en sortir, puisqu'un du ici va apparaître, et le x va se transformer en u carré, et en fait on va juste avoir un arc tangente. Et donc c'est parti, en fait, si donc ça c'est le premier cas. Le cas, on reconnaît un pattern dans l'intégrale, et donc on pose que quelque chose est égal à ce pattern. Donc c'est-à-dire, on est dans ce cas-là. Donc là, on effectue le changement de variable u égale racine de x. On a que kx associé racine de x est de classe C1 sur 1,3 et du va être égal à 1 sur 2 racine de x fois dx, car comme j'ai dit, c'est entre guillemets une dérivée. Maintenant, on n'a plus qu'à changer la borne. Donc, de plus, bien ici, lorsque x est égal à 1, u est égal à 1. Et lorsque x est égal à 3, u est égal à racine de 3. De plus, ici, x varie de 1, varie de 1 à 3, donc racine de x est toujours positif. Et donc on peut passer ça au carré. Donc on aura en fait u au carré est égal à x. On a le droit d'écrire ça ici dans ce cas, car tout est positif. Et on se retrouve en fait avec quoi? Que k, c'est l'intégrale
de 1 à racine de 3. Ici, le DU, c'est tout ça. Donc là, le DU, il apparaît directement. Donc, on peut écrire DU. Donc, il y aura 1 sur. Et maintenant, c'est le 1 plus x. Et un x, c'est u carré. Et donc, c'est 1 plus u carré. Et là, tout de suite, c'est arctangente. Alors, on n'oublie pas le x2. C'est important. Et donc, c'est 2 arctangente de u de 1 à racine de 3. Soit c'est 2 arctangente de racine de 3 moins 2 arctangente de 1. Ça fait pi sur 2. Et ça fait 2pi sur 3. Donc en fait, ça fait 2pi sur 3 moins pi sur 2. Ce qui va nous donner évidemment pi sur 6. Et voilà. Et on a trouvé le résultat de cette intégrale. Maintenant, on va passer à l'autre cas, qui est peut-être un peu plus compliqué, car il faut reconnaître des patterns. Et des patterns qui, lorsqu'on découvre l'intégration par changement de variable, au début, nous paraît vraiment pas évident. Et donc, c'est parti avec l'une de ces intégrales. Et on va l'appeler J, l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x sur 1 plus x fois dx. Et là, on ne sait pas quoi poser. C'est-à-dire que tout de suite, on essaye des choses. Alors, si on utilise la première méthode, évidemment, on essaye des choses, on ne comprend pas. Par contre, on a une formule. Cette formule nous dit quoi? Elle nous dit que tangente carrée, oui je sais, on va tout de suite dans la trigonométrie, alors qu'on ne pourrait pas se dire ça à première vue. Et puis finalement, on voit que même avec des racines, on peut se retrouver avec de la trigonométrie, d'ailleurs au-dessus. La trigonométrie revient souvent. Et donc, on sait que tangente carrée de t, c'est en fait 1 moins cos de 2t sur 1 plus cos de 2t. Et donc, en fait, là, on reconnaît un pattern général qui nous permet de dire que x, donc la variable qu'on intègre, la variable d'intégration, peut être égale à quelque chose qui simplifie l'intégrale. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. On pose x va être égal à cos de 2t. En plus, on sait que qui a t associe cos de 2t est de classe C1 sur 0,1. Et donc, dx va être égal à moins 2 sinus de t fois dt. Bon, ça c'est juste la dérivée de cosinus de 2t. De plus, si on change les bornes, en fait, il va falloir très attention en changeant les bornes. En effet, on va devoir utiliser la fonction arc-cosinus, en fait, pour trouver qu'est-ce que t vaut lorsque x vaut quelque chose. Ici, en fait, on a le droit. Car l'intégrale va de 0 à 1, et arc-cosinus est défini de moins 1 à 1, moins 1 et 1 compris. Donc, en fait, ici, on va faire arc-cosinus de x divisé par 2. On va pas avoir de problème. Donc, lorsque x égale 0, on va avoir arc-cosinus de 0 divisé par 2. Sachant que arc-cosinus de 0 fait pi sur 2, ça va nous faire t est égal à pi sur 4. Et lorsque x égale 1, on va avoir arc-cosinus de 1 sur 2, ce qui nous fait 0 sur 2, ce qui nous fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que j est égal à l'intégrale de pi sur 4 à 0. dx va se transformer, donc en fait on va sortir le moins 2 ici. On peut sortir le moins 2, puisque le moins 2, il est là. Donc sinus de 2t dt. Et en fait on va remplacer tous les x par les cosinus de 2t, mais comme on peut le voir ici, ça va nous faire tangente carrée de t. Et donc en fait on a quoi? On a juste racine carrée de tangente carrée de t. Or, bon, on va le réécrire, puisque ici il y a un moins. Donc ici, en fait, ça fait 2 intégrale de 0 à pi sur 4 de racine carrée de tangente carrée de t sinus de t
de 2t dt. Mais là, on ne va pas avoir de problème pour la racine carrée, car de 0 à pi sur 4, tangente est bien définie et est positive. Et elle est positive. Donc comme tangente est définie et est bien positive, on va avoir que ça, c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente de t. Et le sinus de 2t, on va le transformer, donc d'ailleurs ici, du coup, ça va nous faire 4, car on sait que sinus de 2θ, en fait, c'est 2 cos θ sin θ. C'est une formule trigonométrique. Donc ici, on va avoir 4, et ici, on va avoir cos de t, sinus de t, dt. Or, on sait que tangente de t, c'est sinus de t sur cosinus de t. Donc les cosinus s'annulent au dénominateur. Et en fait, c'est juste l'intégrale. Donc on va écrire ici j. En fait, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus carré de t fois dt. Et là, c'est une intégrale qu'on sait calculer. Puisque sinus carré, c'est 1 moins cos de 2t sur 2. Donc en fait, c'est égal à 0 pi sur 4. 1 moins cos de 2t sur 2 dt. Bon, on sépare tout, hein. Ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 demi dt moins 1 demi intégrale de 0 à pi sur 4 de cos de 2t dt. Bon, pardon, j'avais oublié les x4 hein, en passant à la ligne du bas. On n'oublie pas le x4, ça c'est très important lorsqu'on a un x4 derrière une intégrale, hein, faut pas l'oublier. Des erreurs de calcul qui peuvent vite arriver. Bon, ici, du coup, qu'est-ce qu'on a? On va avoir que c'est égal à 4 facteurs de pi sur 8 moins, on va tout écrire, hein, moins 1 demi fois 1 demi de sinus de 2pi sur 4, ce qui va nous faire pi sur 2, évidemment, moins 1 demi de sinus de 0, sinus de 0 qui nous fait 0. Bon, tout ça, ça nous fait pi moins 2 sur 2, qui est le bon résultat. Cette intégrale est égale à pi moins 2 sur 2. Ce qui est environ égal à 0,57 et quelques. Nous avons vu plusieurs intégrales, donc une pour comprendre l'intégration par changement de variable, comment ça se fait directement dans le cas pratique. Et enfin, nous avons vu les deux cas dans lesquels on va utiliser l'intégration par changement de variable. Donc avec les deux cas, il y a un cas qui pour moi est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est le deuxième, où en fait on va reconnaître des patterns généraux dans l'intégrale et utiliser ce qu'on sait. Hein. Alors ça peut aller avec on peut faire ça avec la trigonométrie, on peut aussi faire ça avec des fonctions hyperboliques, la trigonométrie hyperbolique, car on sait que ch carré moins sh carré, bon je l'écris vite, hein, ça fait 1. Donc en fait, ch carré, c'est 1 plus sh carré. Et donc de manière générale, lorsqu'on aura une intégrale compliquée qu'on ne comprend pas trop, mais on sait qu'il y a quand même un terme bien seul et qui est assez prépondérant dans l'intégrale, qui sera un 1 plus x carré ou un 1 plus la variable au carré, et bien souvent poser la variable égale sh, ça peut nous aider, car on va juste retrouver avec un ch qu'on sait d'ailleurs intégrer. Donc voilà, il y a beaucoup d'intégrales qui utilisent cette technique-là. Et en fait, ça, c'est passé dans la formule que je vous ai donnée, de gauche à droite. Voilà, puisqu'on va utiliser d'ailleurs la fonction réciproque, hein, on l'a bien vu ici, on a dû utiliser arc cosinus pour trouver les bornes de l'intégrale, hein, et on avait d'ailleurs, je reprécise, on avait le droit de passer à l'arc cosinus ici, et voilà. Néanmoins, ici, on avait un pattern qui était simple avec une racine au dénominateur. De manière générale, lorsque vous avez une racine au dénominateur, alors c'est pas tout le temps, c'est pas une vérité générale ce que je dis, mais de manière générale, lorsque vous avez une racine carrée au dénominateur, il faudra poser la racine carrée. Il faudra poser u ou quelque chose, hein, ce que vous voulez, égal à la racine carrée. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'intégration par changement de variable. J'espère qu'elle vous a plu et vous sera utile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera peut-être sur la démonstration du théorème de Lagrange pour les groupes. Ou alors, je verrai, mais en tout cas, j'aimerais bien quitter un peu l'analyse et le calcul. Enfin, quitter, évidemment, j'en referai. Mais peut-être, cette fois, partir un petit peu plus sur de l'algèbre ou de l'arithmétique. Je verrai, hein, changer un peu, varier le contenu et les mathématiques qu'on fait sur cette chaîne. Mais moi, je verrai bien une vidéo sur les groupes.
notamment la démonstration du théorème de Lagrange, hein, sous forme d'exercice pour les groupes.